il y a quand même beaucoup de secteurs et il a fallu qu'on se concentre. Donc on s'est concentré sur les francophones, on s'est concentré sur tech digital. 3 ans que j'allais financer une boîte qui fait du ticketing pour le live entertainment, je leur ai dit mais jamais de la vie, quoi. Tu vois, financer du ticketing pour des concerts, c'est chiant, tu vois, genre qui va financer une boîte comme ça. Et aujourd'hui, c'est la boîte dans laquelle je crois le plus, dans laquelle j'ai mis le plus d'argent, tu vois, qui s'appelle Dice. Donc il y a des choses comme ça. Donc faut qu'on reste hyper curieux parce que tout change et évolue très vite. Évidemment, les NFT, en ce moment, c'est très présent et il n'y a pas un jour sans que je reçoive 3 dossiers Metaverse, NFT, sur le rugby, l'équitation ou je ne sais quoi. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet chaud en ce moment. Il y a encore énormément de fintech à bâtir et en train de se bâtir qui sont intéressantes. Dans la boîte dans laquelle on a investi avec Kima, c'est une boîte dont le nom d'ailleurs n'est pas encore déterminé et qui fait des NFT dans les mangas. Donc les mangas, c'est un marché monstrueux. Pour info, One Piece, après ils ont sorti le millième épisode, mais bon, Harry Potter, ça a été vendu à 450 millions d'exemplaires. One Piece, c'est 500 millions d'exemplaires, quoi. C'est énorme. Et en fait, il y a toujours eu des cartes à collectionner en physique, comme les cartes Panini de foot, avec lesquelles les gens jouent. Le fait de pouvoir digitaliser cet asset, transformer, faire des jeux avec et tout, ça offre des opportunités dingues, quoi. Donc ça, c'est le dernier truc qu'on a fait. Et là, la boîte que je regardais il y a 2 heures, par exemple, c'est une boîte qui s'appelle Lemon Market, qui bâtit toute une infrastructure qui permettent aux fintech d'offrir à leurs clients un outil de trading et d'asset management. Voilà. D'accord. Donc rien à voir et en même temps, moi je trouve très intéressant. Mais en fait, moi je trouve tout très intéressant. Ouais, ça a l'air d'être un métier hyper varié et où il faut être très curieux, découvrir plein de choses. Et toi, c'est quoi qui te plaît le plus du coup dans ce que tu fais? Bah, moi, ce qui me plaît le plus, c'est la diversité, parce que j'ai besoin de voir plein de trucs tout le temps, en fait. Je me fais pitié, quand même. Donc, enchaîner le bisoum d'une demi-heure avec des entrepreneurs, bon, il y a des gens, ça leur ferait péter un câble, moi, ça me fait plaisir. Et après, c'est la rencontre avec les entrepreneurs. Moi, je suis assez casanier de nature. Je passe la moitié de mes semaines avec Aix-en-Provence, avec la vue dans la forêt. Enfin, tu vois... chez les entrepreneurs, c'est ma connexion sociale avec le monde, quoi. C'est comme ça que j'existe. Donc c'est important. Et d'ailleurs, je pense qu'une majorité des gens dont je suis proche aujourd'hui, très proche, sont des entrepreneurs que j'ai financés de près ou de loin avec Kima ou que je connaissais avant. Donc voilà, c'est aussi un moyen d'exister, quoi. Pas juste un boulot avec la diversité que ça offre. D'accord. Et justement, comment ça se passe au niveau d'entrepreneurs pour un premier contact, pour venir vers Kima ou vers toi? Et bah, il y a plein de manières. Hein. En fait, tous les moyens sont bons pour venir vers moi. C'est juste que plus le degré de credentials est élevé, et je vais y revenir, plus tu as de chances que j'apporte une attention particulière à ce que tu vas raconter, et moins il y en a, et moins il y a de chance. Donc, tout en bas de l'échelle, il y a la personne que je connais pas qui m'écrit un message sur LinkedIn avec 10 paragraphes. Elle, c'est morte. Genre, je n'ai même pas lu le message. Surtout que sur mon LinkedIn, il y a mon email en clair. Et je dis aux gens de me contacter par email. Donc s'ils m'envoient un LinkedIn, alors que j'ai mon email en clair, et qu'en plus le LinkedIn fait 10 paragraphes, on va pas s'en sortir, quoi. Donc là, on est en bas. Et en haut, on a le business angel avec qui on a l'habitude de bosser, qui va m'appeler, qui va me dire « Jean, je t'envoie un entrepreneur, il est exceptionnel, faut que tu le vois dans l'après-midi. » Et donc en fait, et au milieu, il y a le call d'email, comme celui justement sur ces mangas NFT que je connaissais pas, Samy, il me fait un message, et la manière dont il me raconte ce qu'il est en train de faire, en fait, ça me donne envie, quoi. Tu vois, j'ai envie de le rencontrer, je me dis putain, en fait, ce mec-là, il est passionnant, quoi. Du coup, ça rejoint un peu cette question-là, mais est-ce qu'avec la réputation qu'a Kima, c'est que les entrepreneurs qui viennent vers toi, ou est-ce que toi, tu vas prospecter un peu pour voir les nouvelles startups et les démarcher en quelque sorte? Bah, on chasse de plus en plus, on est malheureusement obligé de le faire, parce qu'aujourd'hui, les boîtes, comme je te le disais, se créent un lundi et sont financées un vendredi. Donc si on les voit pas nous passer dans notre filtre au moment où elles se créent, au moment où elles sortent du bois, on va les rater. Elles vont pas faire appel à Kima. Elles vont pas faire appel à Kima. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème où il y a de plus en plus d'investisseurs institutionnels et aussi de plus en plus de business angels. Donc un entrepreneur qui veut se faire financer a pas besoin de Kima, fondamentalement. Et il n'a pas besoin d'ailleurs de la moitié des angels qui sont là, quoi. En fait,
le venture est devenu une vraie économie de marché avec une offre et une demande. Et c'est pas juste les meilleurs qui gagnent les deals, c'est ceux qui sont là au bon moment et qui tapent assez fort, quoi. Et donc, nous, on est obligé d'être de plus en plus proactifs, ce qui n'était pas le cas avant. Dans la continuité de ce que tu évoquais, c'est quoi en gros la grande évolution que tu as vue toi depuis que tu es en VC et après surtout la suite, tu penses qu'elle a évolué comment? Avant on n'a pas besoin de chasser, maintenant on doit aller chasser, ça va aller dans quel sens? Il y aura toujours plus de demandes et d'offres et du coup... la grande évolution, c'est que t'as plus de startups, donc beaucoup plus. Donc ça veut dire que en fait, tu n'arrives pas à traiter tout le deal flow disponible. T'as de plus en plus de business angels, et donc ça veut dire que les tours se structurent pas juste autour de fonds d'investissement, mais autour de business angels, et donc ça fait aussi de la compétition là-dessus. Que les boîtes ont des cycles de développement qui sont raccourcis et donc se financent de plus en plus vite, de plus en plus. Et ça crée aussi une disparité où il y a un pan du marché avec des entrepreneurs hyper successful qui lèvent énormément d'argent très vite pour exploser leurs objectifs sur leur marché. Une long tail d'entrepreneurs qui se financent plus ou moins. Et après, une autre partie qui en fait galère et comprend pas ce qui se passe, quoi. Parce qu'elle se dit, mais moi, je mérite autant que les autres. Et en fait, l'exigence sur le marché des entrepreneurs qui lancent leur start-up, elle a beaucoup monté. C'est devenu dur. Avant, monter une start-up, c'était facile. Mais surtout, la moyenne des entrepreneurs qui se créaient faisait que tu n'avais pas une pression particulière. Aujourd'hui, la pression que tu as quand tu es entrepreneur et que tu montes une boîte, elle est monstrueuse. Si tu veux faire appel à du capital extérieur, et donc faire appel à des venture capitalistes, à des investisseurs comme nous, c'est encore pire. Donc, moi, je pense que ce que ça va créer, c'est que ça va créer des extrêmes d'entrepreneurs qui vont lever énormément d'argent pour se lancer, et des extrêmes d'entrepreneurs qui ont compris qu'en fait, c'est pas le jeu qu'ils ont envie de jouer, quoi. Qui sont un peu plus long terme, qui vont lever peut-être moins d'argent, moins vite, et construire leur boîte à la vitesse à laquelle, normalement, une boîte devrait être créée. Moi, c'est mon métier, donc je suis content de voir mes perfs qui explosent. Mais en même temps, je trouve ça dommage qu'on soit aussi court-termiste sur la manière dont les choses évoluent dans ce secteur-là, tu vois. Un soufflé, il faut 15 minutes pour monter, il faut pas vite, tu vois. Donc c'est un des effets plus forts. Hein. La thèse de Tiger Capital. Tiger Capital, ils vous disent le GDP d'Internet, c'est 4000 trillions, on en est à 40, donc il y a 90% de réserve de valeur à aller chercher. On peut utiliser ça par une dit comme ça. Donc du coup, on peut en financer plein. Ils disent on en est au tout début. Ok, fair enough. Le truc, c'est que le venture capital, c'est une asset class qui aujourd'hui est encore toute petite par rapport à plein d'assets classes. On parle de 1000 milliards alors qu'il y a plein d'assets classes qui font des dizaines de milliers de milliards, quoi. Donc on a probablement la place pour financer 2, 3, 4, 5 000 milliards de startups chaque année. Le problème que tu as, c'est que tu as une supply, tu as beaucoup de cash, super, tu veux financer les boîtes, et toute boîte qui lève 1 en année N va lever 5 en année N plus 2, puis 20, puis 50, puis 100, puis 200, puis 500. Pourquoi? Parce que elle finance des cycles de croissance accélérés qui font qu'elle brûle de l'argent, quoi. Et on espère qu'à la fin, elle fasse IPO et qu'elle soit rentable. La vérité, c'est qu'en fait, si ton bucket, il est comme ça, en fait, il évolue comme ça, quoi. Et il évolue avec il évolue très vite. Et à un moment donné, on va se retrouver en shortage de supply de cash. T'auras pas assez de cash pour financer toutes les boîtes qui ont besoin de lever 200, 300, 500 millions, quoi. Et donc, ce jour-là, ce qui va se passer, c'est que toutes les boîtes du quartile 3, quartile 4, qui aujourd'hui continuent d'exister, en fait, elles vont passer sous le tapis, quoi. On va avoir énormément de casse, de boîtes qui ont levé des centaines de millions de dollars, et qui vont planter, ce qui n'est pas trop le cas, avant. Et on va en avoir beaucoup plus qu'avant. Ça n'empêchera pas l'ensemble du quartile 1 et du quartile 2 de générer beaucoup d'argent et donc de valoir énormément d'argent. Après, le truc qui est intéressant aussi, c'est que le cash, avant, il était investi dans les boîtes. Maintenant, il est aussi beaucoup investi en secondaire. C'est-à-dire que c'est des business angels qui touchent de l'argent alors que leur boîte est encore en train d'exister, ou des investisseurs qui touchent de l'argent de boîtes qui n'a pas été vendue ou qui n'a pas encore fait IPO. Et donc cet argent, il est renouvelé aussi. Ouais, il sert à financer d'autres boîtes. Et donc je me demande à quel point aussi l'argent qui est investi en secondaire contribue à continuer de nourrir cet écosystème. Et donc, est-ce qu'on parle de 2 ans, 1 à 2 ans avant que ça parte en sucette, ou est-ce qu'on parle de 3, 4, 5 ans, quoi? On va voir. Je pense qu'une durée moyenne, c'est quelque part entre 7 et 10, quoi. C'est déjà pas mal. Et justement, avant d'investir, qu'est-ce que vous regardez en premier sur une boîte? Alors, il y a 2 trucs qu'on regarde toujours. C'est 2 éléments qui sont le marché et l'équipe. Sur le marché, c'est est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'elle a déjà été saisie? Et pourquoi maintenant? Parce que pourquoi
maintenant, il est important. Tu veux faire Uber en 2007, c'est trop tôt. Uber en 2011, c'est trop tard. Quoi. Tu vois, je caricature un peu parce que tout après, tu as eu Lyft, et puis en France, tu as eu Captain, et puis tu as eu Hitch, et tu as eu plein d'autres boîtes. Mais il y a quand même un time to market qui est hyper important. Et après, sur l'équipe, on parle souvent de founder market fit. Donc, à quel point les fondateurs, en fait, à mesure que le temps passe, sont de plus en plus obsédés, de plus en plus knowledgeable et bons dans ce qu'ils font. Dans un marché dans lequel il y a 2 entrepreneurs exceptionnels, je pense aux frères Collison chez Stripe et à Guillaume Poussas chez Checkout, c'est des tueurs dans leur domaine, quoi. Founder market fit extraordinaire. Et après, pourquoi eux par rapport à d'autres? Parce que voilà, tu as toujours de la compétition en face de toi. Et ensuite, leur capacité à apprendre vite et à exécuter fort. Donc nous, on ne cherche pas des gens qui savent, on cherche des gens qui ont du potentiel, quoi. Et en fait, on essaie de regarder dans les éléments passés qui ont marqué leur existence, ce qui fait qu'on peut se dire, tiens, cette personne-là, elle apprend vite, cette personne-là, elle est forte. Par exemple, dans les éléments passés, à quoi ça se réfère? Dans les éléments passés, tu leur demandes quelles sont les erreurs qu'ils ont faites sur les 12 derniers mois. D'accord. Ils vont t'en donner 3, 4, 5. Immédiatement, ils savent, quoi, tu vois. J'ai mal recruté, j'ai mal fait ci, on aurait dû lancer plus vite, on aurait dû tac, tac, tac. Et puis, tu as un entrepreneur à qui tu dis qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit. Tu as celui qui te dit rien et tu as celui qui te dit tout. On met aussi dans celui qui te dit tout. Hein. Parce que c'est bête, hein, mais je veux pas dire qu'on n'exécute rien si on n'est pas angoissé, mais c'est quand même cette part d'angoisse ou de devenir obsolète qui nous fait avancer, quoi, tu vois. Donc, elle est importante. Ouais, les nouveaux nous font avancer. Et par rapport, donc là, c'est les points que vous regardez en premier, et quels sont aussi les points de non-retour? Enfin, s'il y a ça va pas du tout passer pour cette boîte. Les points de non-retour, c'est compliqué, mais il y a des trucs que tu sens, tu vois, tu vas donner des éléments d'appréciation à des entrepreneurs pour qu'ils réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire, et tu te rends compte que, bon, alors qu'ils aient pas changé encore, c'est leur choix, mais en fait, ils ont rien écouté. Rien. Et ils ont même pas compris ce que tu leur as dit, quoi. Tu leur répètes, et la deuxième fois, c'est pareil, la troisième fois, c'est pareil. Là, tu te dis, putain, c'est foutu, quoi. En fait, trop obtus, trop fermé, manque d'ouverture. Donc, nous, on cherche des entrepreneurs qui sont lucides, sur le présent, clairvoyants sur le futur, et qui ont une self-awareness, hyper forte. En fait, c'est ce triptyque-là, qui fait que ils sont capables d'accepter les retours, d'accepter les remarques, les commentaires, de faire leur choix et ensuite d'exécuter la bonne chose, quoi. Et ouais, l'awareness est essentiel. Est-ce que vous avez des regrets sur des opportunités que vous n'avez pas saisies d'investir dans des startups et moi, je n'ai pas de regrets, moi. Non. J'ai pas de regrets. Il y a des trucs qui me saoulent, mais j'ai pas de regrets. Tu vois, je peux te dire que par exemple, Conto, ça me saoule. Tu vois, Conto, j'ai eu les fondateurs, je me rappelle toujours où j'étais, j'ai eu les fondateurs en Zoom pendant 30 minutes en 2016. Le mec faisait des cigarettes électroniques. Il me dit, j'ai fait une néobanque. Alors, CTO, je le connaissais, il n'avait pas la meilleure réputation du monde, il s'était fait recaler 3 boîtes de notre portefeuille. Il était pas très sympa. Bon, tu vois, les mecs pas sympas, ton CTO est pas bon, t'as fait des cigarettes électroniques, t'es gentil, je pourrais te faire un chèque, quoi. Et en fait, je suis con, parce que les mecs de Alven qui avaient financé leur dernière boîte ont essayé de financer la suivante. J'aurais dû prendre ça comme un signal, mettre un chèque et attendre et voir. Et la boîte de 4 milliards aujourd'hui. Donc ouais, ça me fait chier. Ce que je regrette, non, mais ça me fait chier quand même, tu vois. Si j'avais pris de prendre 100 bars et les réinvestir dans, tu vois, dans 1000 boîtes que j'aime plus que celle-ci, je l'aurais fait, tu vois. Parce que aussi, il y a un truc important quand tu es dans des business qui génèrent de l'argent, c'est comment est-ce que tu recycles l'argent gagné pour pouvoir financer des boîtes de meilleure qualité ou des entrepreneurs avec un purpose un peu plus fort. Donc c'est ok à un moment donné de tomber sur un entrepreneur. Les mecs qui ont financé Facebook au milieu, au début, j'espère qu'ils réinvestissent au moins la moitié de leur fortune dans des actes caritatifs, parce que au niveau du karma, il y a du boulot, quoi. Et dans les projets, pour attirer ton attention, tu passes plus sur l'opportunité économique ou sur la vision et le why du projet? Moi, je fais que le why. L'opportunité économique, c'est une conséquence d'une boîte bien exécutée. Mais en venture, c'est pas ce que je regarde, puis c'est même parce que j'aime pas regarder ça. J'ai pas regardé un Excel depuis 6 ans. À part des cap tables, mais sinon, je n'aime pas trop.
Et à l'inverse de la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a un deal dont tu serais le plus fier parmi tous les deals que tu as pu faire? Ouf. Et pourquoi? En fait, tu es fier des deals que tu as fait et que tous les autres n'auraient pas fait. Donc les 3 deals auxquels je pense, c'est Capitaine Train, Zenly et Dice. Capitaine Train, parce que c'est de la vente de billets de train en ligne, c'est chiant à mourir, mais l'entrepreneur est exceptionnel. Personne ne voulait le financer. Et la boîte s'est vendue 300 millions, à l'époque où on ne vendait pas des boîtes 300 millions en France. Zenly, parce que personne ne voulait le financer, et aujourd'hui c'est probablement l'un des meilleurs entrepreneurs européens ou au monde sur le sujet mobile consumer. Et ils ont créé toute une génération d'entrepreneurs qui sont lancés sur le sujet mobile consumer, donc c'est génial. Et Dice, parce qu'il est en train de changer toute une industrie, qui est l'industrie du live entertainment, qui est trustée depuis 30 ans par Ticketmaster, Live Nation, qui sont des boîtes de merde. Et il est en train de changer le monde là-dessus. Et les concerts, c'est un truc important. C'est les expériences les plus vivides que tu peux avoir. Tu te souviens d'un concert, tu vois. Je suis jaloux de tous les gens qui ont vu Daft Punk à Coachella en 2016, tu vois. Ça me fait la rage. Et personne ne voulait les financer. On s'est même foutu de ma gueule quand j'ai fait le premier chèque. Et du coup, celui qui s'est foutu de ma gueule et qui avait des parts dans l'entreprise, je lui ai tout racheté. Et la boîte cartonne, là. Et donc, ça m'éclate, tu vois. Gagner contre les autres. C'est ça qui est bien. Alors, pour investir dans une boîte, vous êtes 3. Ouais. Est-ce que vous devez être tous les 3 d'accord? Surtout pas. D'accord. Non, les meilleurs deals sont pas issus du consensus. Et vous pouvez être, seulement une personne est d'accord et vous... Ça suffit. D'accord. Ouais, si elle a suffisamment de conviction, de toute manière, elle va convaincre un des deux autres que ça vaut le coup d'essayer, quoi. Okay. Puis on fait 100 boîtes, hein. Moi, tu sais, quand je perds l'argent, je le perds qu'une fois. Quand je gagne, je peux le gagner 100 fois, ou 200 fois, ou 300 fois. Donc, c'est très rentable. Depuis 2015, on a investi plus de 80 millions. On est à 4 fois la mise. Tu vois, c'est énorme. Et les boîtes sont encore pas finies de délivrer, donc ça veut dire que potentiellement on sera peut-être à 6 fois à la fin. C'est monstrueux. Peu importe si vous êtes majoritaire ou minoritaire, vous gérez le On portefeuille. est jamais major, nous. Hein. D'accord. On est très minot. Okay. Le max qu'on a dans une boîte, c'est 10%. Ouais. Ils prennent un café le matin avec un autre investisseur, ils rencontrent des entrepreneurs, ils prennent un petit collègue avec un entrepreneur qui a un coup de main, enfin, ils font des rendez-vous, quoi, du matin au soir. Quand t'as 300 deals à chaque semaine qui arrivent et que t'as beaucoup de trucs à traiter, ce que tu fais, c'est que tu découpes ta semaine en 3, en gros. T'as toute une partie qui est une partie où tu prends aucun rendez-vous, tu fais que des emails, quoi. Donc, et tu fais des choses à traiter, récupérer une liste de boîtes pour un autre entrepreneur, relire le white paper de la boîte de manga NFT avant qu'elle la publie, des choses comme ça. Et ça, c'est lundi matin, mardi matin, jeudi matin, vendredi matin, et mercredi toute la journée en théorie. Sauf que le mercredi toute la journée, moi, je laisse ouvert pour pouvoir justement gérer les urgences, les trucs de last minute et tout. Et après, les après-midi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est rendez-vous. Et là, c'est 14, 18, Zoom, 30 minutes à la chaîne. Tu vois, j'ai mon calendrier, j'en ai clic, clac, et je les enchaîne. 30 minutes, c'est largement suffisant pour faire un call avec un entrepreneur que tu vas financer ou qui a besoin de toi. Et donc, ça fait que moi, je peux faire 40, 45 meetings dans la semaine sans problème. Voilà, en étant là pour dîner à 19h et en ayant le temps de faire 1 heure de vélo entre midi et 2, quoi. Donc, ouais, ça demande juste un petit peu d'organisation. Voilà, j'essaie de passer mon CAP de Queen, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je vais y arriver, hein, mais faut que je trouve les slots, là. J'ai peut-être été un peu ambitieux sur ce coup-là. Justement, sur ce métier d'investisseur, moi j'ai regardé un peu ton Twitter et je suis tombé sur une question assez marrante qui avait été posée par ta fille. Ouais. Est-ce que tu es devenu investisseur parce que tu n'avais pas d'autres idées, pas d'idée d'entrepreneur? Ouais, c'était mon fils qui me dit papa, est-ce que tu es investisseur parce que tu n'as pas d'idée? Ouais. Elle est marrante la question. Ouais. Bah ouais, c'est comme ma fille qui me dit tu fais quoi papa? Je dis moi je suis chasseur de licornes. Elle me dit n'importe quoi, t'as joué des licornes. Ok. Voilà. Donc c'est assez marrant. Donc il m'a posé cette question-là. Et non, c'est pas parce que j'avais pas d'idées, parce que des idées j'en ai plein. C'est parce que je pense que j'étais pas au niveau de l'exécution nécessaire pour faire une boîte, et pas au niveau d'obsession. Moi, j'ai besoin de changer d'air tout le temps. Donc j'ai besoin de cette diversité. Et donc du coup, du côté des boîtes, si j'en avais fait une en particulier, j'aurais pas pu être très concentré. Et là, en ce moment, on est en train de développer un projet avec Xavier. On a une petite équipe de 6 personnes. C'est un projet que je fais en plus de Kima. C'est important pour moi d'avoir
de pas être mono obsédé sur ce sujet-là, quoi. Je pourrais pas. Ça bouillonne, quoi. Ouais. Du coup, vous n'investissez que sur le marché français ou vous avez d'autres marchés externes? Partout dans le monde, mais que des francophones, dans 90% des cas. Mais là, tu vois, par exemple, on a financé une néobanque d'un mec basé à New York qui veut aider les diasporas à renvoyer de l'argent, tu vois, chez eux. On a financé une boîte. Où est-ce qu'il est basé? Une boîte basée au Kenya, tu vois, où le mec fait une néobanque là-bas. Mais un francophone encore, et qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup vécu là-bas quand même. Là, la boîte avec qui j'étais il y a 2 heures, c'était une boîte en Allemagne. Donc, c'est partout, quoi. Du coup, hormis les grandes puissances, est-ce qu'il y a des régions ou des pays qui sont prometteurs dans les années à venir dans le monde des startups? Ouais, bah, je sais pas, il y a plein, bien sûr qu'il y a plein de régions, tu vois, Afrique, Asie, c'est des régions qui sont hyper porteuses. Mais c'est des régions aussi sur lesquelles il faut de l'expertise, il faut des gens sur place, il faut connaître. Et ça, je suis pas sûr que ça sache faire. Donc on en finance quelques-unes, c'est quand même assez rare. C'est pas tant le degré de maturité que le degré de conviction qu'on a sur la boîte à l'instant T. Il y a des mecs et des gens sur lesquels on a une conviction de dingue alors qu'ils n'ont rien, quoi. Et à l'inverse, tu vois, là, j'étais avec les 3 fondatrices de QV Privé hier. QV Privé, c'est... Tu prends un abonnement trimestriel qui te permet, en fait, de recevoir chaque trimestre des produits d'un producteur en particulier. Et on va te raconter un peu l'histoire de ce qui se passe et tout, sur la parcelle et tout, ça, c'est sympa. Ils font vin, huile d'olive, et puis après, ils vont faire thé, café, et plein de choses comme ça. Bon, il y a 2 ans, quand ils sont venus me voir, franchement, j'étais incapable de financer ça, quoi. Aujourd'hui, cette année, ils vont faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que leur prochaine levée de fonds, on va mettre de l'argent sur ce coup-là. Et à l'inverse, les 4 fondateurs de cette boîte de NFT manga, ils n'avaient rien, 0 quand ils sont venus me voir. Pourtant, on a investi 1 million et quelques, quoi. Et est-ce que tu investis dans des legal tech, parce qu'on reste en master de droit? Et si oui, est-ce qu'il y en a une en particulier qui te plaît? Celle dans laquelle on a eu le plus d'argent, c'est Doctrine. Doctrine, ouais. Et Doctrine, Doctrine, c'est fascinant, hein, parce que ça va juste faire sortir tout ce qui va pas avec dans le monde du droit, quoi. C'est dingue. Les gens qui s'offusquent de la transparence dans la data quand on parle de droit, quoi. Ça me choque. C'est quand même extraordinaire. Mais donc Doctrine, ouais, assez fasciné par cette expérience. Les objectifs pour dire par la suite en 10 ans? Bah, moi, je bossais avec Xavier autant qu'il veut continuer de bosser avec moi. Ça me fait sympa. Parce qu'il est cool, il est sympa, il aime le risque et il a les moyens de financer ce risque-là. Et pour l'instant, ça marche, donc c'est cool. Et après, dans le AP Cuisine, c'est cool quand même. Tu vois, une grande cuisine, faire la bouffe et tout, c'est sympa. Avec nos projets, on va voir un investisseur. Est-ce que vous aurez pas quelques conseils à nous donner? Vision, apprentissage, exécution. Tu nailles les 3, tu débarques, tu enchaînes le pitch, 30 minutes maximum. Et il faut y aller avec l'envie de vaincre, l'envie de gagner, quoi. Non, on réinvestit tout. Si ça pouvait revenir plus vite que ce qu'on réinvestit, ce serait cool, quoi. Tu vois, de temps en temps, j'ai entendu qui dit, ah, super, on a vendu la boîte, combien je vais récupérer? 600 000, tu vois. 600 000, ça me fait 2 semaines de Kima, quoi. Ça fait 4 fois la mise, ça finance 2 semaines de l'activité. Et une fois après avoir investi, vous les accompagnez comment? Pas. Non. En fait, ce qu'on leur dit, c'est qu'on n'est pas proactif. Donc, on va jamais les appeler pour savoir comment ça va, comment on peut les aider, s'ils ont bien dormi, bien mangé, bien fait leur devoir. En revanche, on est très réactif. Donc, dès qu'ils nous contactent sur un sujet, dès lors que c'est précis et qu'on peut leur filer un coup de main, on le fait immédiatement, très vite, avec quelqu'un de notre réseau ou nous directement. Je pense que tes parents, ils te disent toujours, fais ce que tu aimes, tu verras, on est bon dans ce qu'on aime. En fait, non, on aime bien ce dans quoi on est bon. Tu vois. Et donc, ce qu'il faut, c'est apprendre de son passé, de son histoire, même des défauts et des qualités de nos parents et comment est-ce que ça a influé sur nos propres défauts et nos propres qualités, qui on est et ce dans quoi on est bon. Et après, il faut appuyer à fond sur ces forces-là. Il faut double down on your strengths et pas essayer de combler tes faiblesses.
Parce que tes faiblesses sont toujours là, il faut les accepter. Enfin, quand des entrepreneurs viennent te pitcher, tu prends jamais de notes. C'est vraiment t'écoutes et ils t'envoient leur PPT ou quoi et ça suffit. Ouais. D'accord. Je synthétise vite et je réponds vite. Souvent, je dis oui dans le call. Je dis oui pendant le call ou non pendant le call. Ah ouais. 30 minutes pour prendre une décision. Ça y est. Des retours sur l'expérience pour pouvoir s'améliorer, self-awareness, tout ça. Est-ce que vous menez un peu ça avec les clients que vous rejetez pour les deals ou c'est juste votre réputation que vous essayez de gérer au mieux? Mais nous, aux entrepreneurs à qui on dit non, on essaie systématiquement de leur donner une information qui aura de la valeur pour qu'ils s'en souviennent dans le futur, quoi. Après, parfois, de temps en temps, tu sais pas quoi dire. Tu vois, tu as besoin de dire, bah, c'est pas pour moi. Ça arrive. Mais bon, dire oui ou dire non à quelqu'un, le problème, c'est jamais la première fois, c'est la deuxième fois. Et c'est pour ça que chez Kima, par exemple, typiquement, on réinvestit jamais. Parce que réinvestir, c'est comme une date. Tu vois, dire oui ou dire non à quelqu'un la première fois, c'est pas grave. Mais quand tu dis non à la personne la première fois, la deuxième fois, après, elle te dit quoi? Pourquoi la première fois, c'est pas bien? Tu vois, genre, t'es dans la merde, quoi. Enfin, là, c'est pareil. Tu vois, l'entrepreneur, tu l'as financé une première fois, il vient te voir, tu lui dis, bah non, je te refinancerai pas. Il va dire, ah bon, mais tu m'aimes plus. Et donc nous, on finance qu'une seule fois les entrepreneurs, on ne finance pas deux fois, comme ça. Pas de problème de créer une catégorie de gens qu'on a refinancés et une catégorie d'entrepreneurs qu'on n'a pas refinancés, quoi. Voilà. Peut-être pour finir, ta meilleure expérience, ta pire expérience depuis effectivement. C'est jamais le résultat qui te fait kiffer, quoi. C'est quand tu regardes en arrière et tu regardes le chemin parcouru. Par exemple, pendant Covid, là, 2020-2021, on a énormément bossé sur Dice parce que c'était la merde, il n'y avait plus de concerts et tout, donc c'était chaud. C'était dur. Mais tu vois, je regarde en arrière cette période-là où on en a chié, en fait, c'était extraordinaire. C'est génial. C'est hyper enrichissant, quoi. Donc c'est plus le chemin parcouru que des événements particuliers, quoi.